Il ne s'agissait pas d'une insulte murmurée en coulisses, ni maquillée par de faux sourires ou des embrassades calculées. Non. Mes parents m'ont regardé, devant 200 invités, avec un regard plus tranchant que n'importe quel couteau, et m'ont traité de « femme de fermier ». Ma mère s'est tordu le visage comme si elle avait mordu dans quelque chose de pourri. Mon père laissa échapper un rire sec. Ma sœur, dont le voile brillait au coucher du soleil comme une couronne d'hypocrisie, souriait simplement avec supériorité. Et moi? J'étais là, au fond de la pièce, dans une robe que j'avais payée de ma sueur, essayant de ne pas trembler, avalant cette honte comme un poison épais, brûlant, impossible à oublier. Ce n'était pas seulement mon mariage qu'il méprisait. C'était chaque petit matin à la campagne, chaque nuit je choisissais l'amour plutôt que l'argent, chaque sacrifice que je faisais pour construire quelque chose de réel. Il pensait avoir gagné. Que je reviendrais en rampant, implorant l'approbation, que je disparaîtrais comme si je n'avais jamais existé. Mais ensuite la terre commença à trembler. Les yeux se tournèrent vers le haut. Le ciel rugissait. Et à ce moment-là, oui, mon moment, un hélicoptère est descendu, soulevant de la poussière sur leurs serviettes impeccables. Ils se sont moqués de mon mari jusqu'à ce qu'il descende ses marches et que chaque mot qu'il prononçait se transforme en cendres dans sa bouche. Restez avec moi, car si vous avez déjà été humilié, rejeté ou fait sentir moins que vous ne l'êtes, voici votre histoire. Et quand vous arriverez à la fin, vous ne vous contenterez pas de me soutenir, vous vous lèverez aussi, prêt à montrer de quoi vous êtes capable. Ella Callahan avait 32 ans et avait un nom qui lui ouvrait les portes à New York. Architecte d'intérieur, son talent était recherché par ceux qui voulaient transformer les gratte-ciel et les pentouzes en symboles de sophistication. De l'argent en banque, des chroniques mondaines mentionnant son nom, une carrière qui faisait gonfler de fierté ses parents lors des dîners pompeux. Mais alors qu'elle se tenait au centre de son dernier projet, un superbe penthouse doté de baies vitrées et d'une vue dominant la ville, elle ressentait le même vide qui l'accompagnait depuis des années. Le marbre scintillait, l'éclairage était impeccable, chaque meuble était importé et positionné avec une précision chirurgicale. Le client, ravi, la recommandait déjà comme un génie. Cependant, lorsque les ouvriers sont partis et que les coupes de champagne ont été récupérées, elle est restée là, seule, à regarder son reflet dans la fenêtre. Elle était là, robe noire impeccable, coiffure parfaite, maquillage qui criait au succès. Mais la femme dans ce verre ressemblait à un fantôme. L'appartement, malgré tout son luxe, était comme un musée, beau, froid, sans vie. Elle posa sa main contre le verre froid et murmura, presque effrayée par sa propre voix, « Serait-ce moi ?» Sa famille dirait oui. Après tout, c'était exactement ce qu'ils avaient façonné, un Callahan. Toujours dans les bons cercles, dans les clubs exclusifs, lors de soirées où seuls les élus avaient le temps. Pour eux, le succès se mesurait en statut, un nom de famille sur la liste des invités, en alliance qui rehaussait le prestige de la famille. Et à chaque Noël, à chaque dîner, les leçons se répétaient, les conversations sur la politique se transformaient en négociations, les discussions sur le mariage se transformaient en stratégie. Pendant des années, Ella a tout avalé en silence. Il sourit poliment tandis que sa mère faisait allusion à l'investissement des fiancés, il écoutait son père comparer les diplômes de l'Ivy League comme s'il s'agissait de pédigrés de chevaux pur sang. Il sortait avec des hommes impeccables sur le papier, des avocats en costume sur mesure, des cadres avec des voitures importées, des hommes qui savaient commander du vin sans regarder le menu. Parfait. Et vide. Plus intéressée par le nom de famille Callahan que par elle. Elle se souvient des soirées dans des restaurants chers, où elle s'asseyait à table comme une actrice dans son propre rôle, hochant la tête à leurs histoires tout en disparaissant derrière le masque qui lui avait appris à porter. Ses parents appelaient ces relations des « conquêtes », comme si elles n'étaient qu'un élément de leur tableau. Mais en elle, un silence étouffant s'installait. On disait qu'elle était privilégiée, que beaucoup de femmes changeraient de place avec elle sans y réfléchir à deux fois. Mais lorsqu'il revenait dans son appartement impeccablement décoré, il s'enfonçait dans le canapé et regardait le plafond, se sentant seulement fatigué. Jusqu'à ce qu'une nuit après l'ouverture du penthouse, il s'arrête devant le miroir. La lumière dorée accentuait ses traits, la robe de créateur tombait parfaitement sur ses épaules. Cependant, quelque chose la blessait en elle. Il repensa au penthouse,
les murs qui résonnaient lorsque personne ne parlait, le sentiment que tout n'était qu'un décor, pas une maison. Sa mère lui avait déjà dit, le succès d'une femme se mesure à l'homme qu'elle conquiert. Son père ajouta, nous t'avons élevé pour monter, pas pour descendre. Elle portait ces mots comme des pierres dans sa poche. Un jour, il a osé mentionner qu'il souhaitait étudier l'art et non l'administration. Le père l'a qualifié de « passe-temps ». Puis, lorsqu'elle a pensé à voyager après l'université, sa mère s'est souvenue que c'était le moment de nouer des liens, pas de poursuivre des fantasmes. Petit à petit, Ella s'est pliée au moule qu'on lui a imposé, jusqu'à ne plus reconnaître sa propre silhouette. À 32 ans, avec son nom imprimé sur des projets prestigieux, le poids de ce moule était insupportable. Les clients la félicitaient, les amis l'enviaient, mais, la nuit, elle se demandait, est-ce que tout cela compte? Sauriez-vous un jour ce que c'était que de construire quelque chose de réel, quelque chose qui n'appartenait qu'à vous? La question résonna et le miroir ne répondit pas. Il pensa à sa sœur Sophie. Rayonnant, gâté, toujours le favori. Celui que les parents exhibaient lors des événements, celui qui ne se trompait jamais. Ella a accepté son rôle, la fille responsable, qui ne donnait jamais de travail. Mais au fond, la colère bouillonnait. Tandis que Sophie traverse la vie sans effort, elle porte le fardeau des apparences. Chaque compliment adressé à sa sœur était un couteau dans sa poitrine, la faisant disparaître encore plus. Ce soir-là, il se versa un verre de vin et s'assit près de la fenêtre. La ville brillait sous elle, un champ d'étoiles artificielles. Elle se demandait ce que ce serait de vivre sans le poids des attentes, de sortir du chemin qui lui était tracé. L'amour existait-il en dehors des contrats et des lignes? Serait-elle un jour vue pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait? Le vide la serrait encore plus fort. Je savais que quelque chose devait changer, même si je ne savais pas comment. La vie qu'elle s'était construite glamour à l'extérieur, creuse à l'intérieur ne la soutiendrait pas longtemps. Et puis, comme si le destin avait entendu sa demande silencieuse, une invitation arriva à sa table. Pas pour un autre gala, pas pour une autre nuit de sourires forcés et de champagne. Il s'agissait d'une modeste foire agricole à la campagne, où un client lançait une gamme de produits biologiques. Il l'a presque jeté après tout, c'était en dessous de ses standards. Mais quelque chose la faisait hésiter. Elle se souvenait du goût des fruits cueillis directement sur l'arbre pendant les étés de son enfance, lorsqu'elle avait encore le droit de se salir les mains avant que ses parents ne la ramènent à la maison, où l'attendaient le piano et les bonnes manières. Un murmure intérieur, presque imperceptible, la poussa à partir. Elle ne le savait pas encore, mais parmi les étals de produits frais et l'odeur moite de la terre retournée, un inconnu croiserait son chemin, un homme dont la simple présence ébranlerait tout ce qu'elle croyait savoir sur la réussite, la famille et l'amour. L'invitation à la foire agricole de la vallée de l'Hudson semblait, à première vue, comme une tâche mineure, une pause dans les gratte-ciel et les pantoufles étincelants qui remplissaient autrefois son emploi du temps. Il a failli le refuser, le considérant comme insignifiant devant ses clients habituels des magnats qui mesuraient la valeur des choses en chiffres et en exclusivité. Mais quelque chose la forçait à accepter. Peut-être était-ce l'agitation qui la dévorait depuis des mois, ou la nostalgie diffuse de ces étés où la terre glissait entre ses doigts, avant qu'on lui apprenne à garder ses mains immaculées pour ses cours d'étiquette. Quelle que soit la raison, un samedi matin frais, elle s'est retrouvée à conduire vers le nord, laissant derrière elle l'horizon de verre de Manhattan et plongeant dans l'étendue de la campagne, où les pâturages s'étendaient sous le soleil d'automne et où l'air avait un goût de pommes mûres et de terre humide. Le marché grouillait de familles, d'agriculteurs et de commerçants vendant de tout, des fromages artisanaux aux pots de miel doré. C'était bruyant, décontracté, même un peu chaotique et pourtant, tandis qu'elle a marché entre les cabines, elle sentait quelque chose en elle se défaire, comme un vieux nez qui finissait par céder. J'étais là pour le travail, supervisant la conception d'un stand pour une nouvelle marque bio qui lançait sa gamme de confitures et de jus. Il ajuste les angles des étagères en bois, repositionne les corbeilles de fruits et donne des instructions précises à son assistant, son œil clinique pour l'esthétique contrastant avec la rusticité de l'environnement. Et pourtant, tout semblait s'enchaîner dans une harmonie inattendue.
Le stand a attiré l'attention non pas en raison de son éclat artificiel, mais en raison de la sincérité qui émanait des détails, comme si le bois et le lin brut eux-mêmes racontaient une histoire. C'est alors qu'il le vit. Un homme de grande taille, vêtu d'une chemise à carreaux délavée par le temps, d'un jean usé jusqu'aux genoux et de bottes qui connaissaient plus la boue que l'asphalte. Il a aidé une femme âgée à organiser une table de citrouille, soulevant les boîtes comme si elles ne pesaient rien, avec des mouvements sûrs et sans hâte. Sa voix, alors qu'il rassurait la vendeuse sur le fait que tout était parfait, était empreinte d'une chaleur authentique et sans affectation. Lorsqu'elle se retourna, elle a aperçu son visage, une peau bronzée par le soleil, des yeux pâles qui n'avaient besoin d'aucun artifice pour briller. Il se rendit compte qu'il l'observait. Avant de pouvoir détourner le regard, il lui fit un signe courtois, presque timide, avant de se remettre à sa tâche. Plus tard, lorsque la foule s'est réduite, il s'est approché de son stand, examinant le dessin avec curiosité. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il demandé, sa voix basse et ferme, avec un accent qui portait le poids de la terre. Et là, légèrement surprise, hocha la tête. J'ai été embauché pour le rendre invitant. Il observa les rangées ordonnées de confitures, la manière dont le bois encadrait les produits, et murmura. Cela semble honnête. C'est rare. Elle rit, un son doux qui parut étrange à ses propres oreilles. Une conception honnête? Je vais le prendre comme un compliment. Il lui tendit la main rude à cause du travail, mais ferme. Luke Reynolds. J'ai une ferme à quelques villes de là. Principalement des céréales et du bétail. Ella lui serra la main, surprise non seulement par la force de la poigne, mais aussi par la franchise de son regard. Elle a quel âge? Designer. Pendant un instant, ils se regardèrent, deux mondes entrant en collision entre des pots de beurre de pomme. Puis, d'un geste, Luke désigna les autres cabines. J'ai failli trouver un travail en ville une fois. Une grande entreprise voulait me mettre à la direction. J'ai tenu une semaine avant de réaliser que ce n'était pas pour moi. Sa voix n'avait aucune amertume, juste une certitude. Passer mes journées sous des lampes fluorescentes, parler de profit plutôt que de saison. J'avais l'impression de dépérir. Je suis rentré chez moi. Il pensait que j'étais fou, mais la ferme, c'est le sang de ma famille. Je ne pouvais pas l'abandonner. Ella l'entendit et quelque chose se serra dans sa poitrine. Ses paroles étaient simples, mais elles ne contenaient aucune excuse. Il parlait comme si la terre elle-même lui avait donné une direction, quelque chose que, dans son monde, les hommes mesuraient en fonction des rangs et des primes, et non en fonction des récoltes qui poussaient ou des animaux qui prospéraient. Son honnêteté était désarmante. Sans s'en rendre compte, elle s'entendit poser des questions qu'elle ne prenait normalement pas la peine de poser. N'est-ce pas difficile? Avec la météo, le marché. Luke sourit et les coins de ses yeux se plissèrent. Difficile tous les jours. Mais je me réveille en sachant vers quoi je travaille. Il s'arrêta, comme s'il pesait chaque mot. La terre ne ment pas. Il vous rend ce que vous investissez. La ville, ça emporte. Et cela ne semble jamais suffisant. Ces paroles résonnaient en elle, faisant trembler les murs qu'elle avait construits avec tant de soin. Il pensa aux pentouses qu'il venait de décorer, impeccables, froids, vides. Et, pour la première fois depuis des années, il sentit une étincelle s'allumer en lui. Ce n'était pas de l'admiration pour le pouvoir d'un client, ni un soulagement face à la réussite d'un projet. C'était de la curiosité. Par un homme qui semblait entièrement en paix avec lui-même. Ils ont parcouru la foire ensemble en discutant de choses simples, le prix des céréales, l'imprévisibilité des saisons, leur travail avec le design. Ella a admis, dans un rare moment de vulnérabilité, qu'elle avait souvent l'impression que ses projets étaient de jolies coquilles belles mais sans vie pour des personnes qui voulaient afficher leur statut, pas créer un foyer. Luke l'écoutait attentivement, sans jamais se moquer ni l'interrompre, comme si ses frustrations étaient importantes. Il a parlé de ses propres rêves, agrandir la ferme, expérimenter des méthodes durables, laisser quelque chose de plus solide aux générations futures. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines et que l'agitation de la foire se calmait, Ella réalisa qu'elle avait passé des heures à ses côtés sans l'armure qu'elle portait habituellement lorsqu'elle avait affaire à des hommes.
Il n'avait pas une seule fois pensé aux lignées, à quoi il ressemblerait dans les pages sociales, ou si ses parents l'approuveraient. Elle n'avait pensé qu'à la fermeté de sa voix, à la façon dont il semblait enraciné dans quelque chose de réel. Alors qu'il se disait au revoir, Luc toucha le bord de son chapeau dans un geste si simple et si ancien qu'il le fit sourire. « Peut-être que nous nous reverrons, a-t-il déclaré. Elle hocha la tête, même si son cœur battait vite à cause de questions qu'elle n'osait pas poser. Cette nuit-là, sur le chemin du retour vers Manhattan, les lumières de la ville semblaient plus dures, plus froides. Il se souvint de ces paroles selon lesquelles la terre ne mentait pas, et qu'il fallait travailler pour quelque chose qui comptait. Et, pour la première fois, l'image des prétendants parfaits que lui présentait sa famille semblait fragile, creuse, comparée à la solidité d'un homme qui avait choisi l'argile plutôt que le béton. Ella ne le savait pas encore, mais cette rencontre était le début de tout. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que Luc recelait un secret qui changerait à jamais la façon dont elle le voyait. Et comment elle se voyait. Le ciel ne lui est pas tombé dessus comme une punition, mais comme une bénédiction. Chaque goutte était un baptême, emportant non seulement la poussière du chemin, mais aussi les années d'attente des autres qui s'étaient accrochées à sa peau comme une seconde couche. Ella ne s'est pas cachée. Il ne courut pas vers l'abri sec que lui offrait Luc avec de l'inquiétude dans le regard. Au lieu de cela, elle a laissé la tempête la marquer, a laissé l'eau couler sur sa robe simple maintenant accrochée à son corps comme une seconde peau et a laissé la boue monter entre ses orteils, l'ancrant au sol d'une manière qu'aucune salle de bal ne pourrait jamais faire. Lorsqu'il se retourna enfin, ses cheveux noirs plaqués sur son visage, ses lèvres entr'ouvertes par l'intensité du moment, il trouva Luc debout sur le porche, une serviette étalée entre ses mains. Il ne dit rien de la robe en ruine, des cheveux défaits, de la femme qui paraissait désormais plus sauvage que raffinée. Il se contenta de sourire ce lent sourire qui commençait dans ses yeux avant d'atteindre ses lèvres et attendit. Parce que Luc attendait toujours. Non pas par obéissance, mais par respect. Pas par doute, mais par certitude qu'elle saurait quand elle serait prête. Elle gravit les marches du porche, laissant des empreintes boueuses sur les boiseries patinées. Lorsqu'il enroula la serviette autour de ses épaules, elle ne broncha pas. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, elle pressa sa paume contre sa poitrine, sentant son cœur battre régulièrement sous sa chemise en coton. « Je ne savais pas que je pouvais me sentir si complète, murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. Ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais de découverte. Comme si, seulement maintenant, son corps comprenait ce que son âme savait déjà depuis des semaines, cette appartenance n'était pas une question d'adresse ou de nom de famille, mais du silence confortable entre deux personnes qui n'avaient pas besoin de s'expliquer. À l'intérieur de la maison, la cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois sombre. Une bouteille de vin respirait sur la table, deux verres attendaient. Il n'y avait pas de domestique à servir, ni de menu imprimé sur du papier de coton. Juste eux, l'odeur de la terre mouillée accrochée à leurs vêtements et la promesse d'un lendemain qui, pour la première fois, n'appartenait qu'à eux-mêmes. Luc versa le vin tandis qu'Ella était assise à table, les doigts encore légèrement tremblants non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus primal. « Tu penses que ça va leur manquer ?» demanda-t-il, brisant enfin le silence, les yeux fixés sur les flammes. Il ne s'agissait pas de sa famille. Il s'agissait d'elle. De la femme qu'il avait laissée derrière lui dans les couloirs dorés, entre les faux sourires et les poignées de main calculées. Ella porta le verre à ses lèvres, savourant la saveur terreuse du vin avant de répondre. L'idée qu'ils ont de moi va leur manquer. Mais moi? Elle secoua la tête, laissant échapper un rire sourd. Je ne manque de rien. Et c'était vrai. Car comment passer à côté d'une vie qui n'a jamais vraiment été la vôtre? Cette nuit-là, alors que le vent hurlait dehors et que la pluie battait contre les vitres, Luc lui parla des graines qu'il allait planter au printemps, de la nouvelle grange qu'il comptait construire de ses propres mains. Il parlait de choses qui grandissaient, qui duraient. Et Ella a écouté, non pas en tant que spectatrice, mais en tant que personne qui a enfin compris l'importance de récolter ce que l'on sème. Lorsqu'il tendit la main par-dessus la table, elle l'a pris sans hésitation. Les bagues qu'ils avaient échangées plus tôt, simples, sans pierres précieuses, brillaient à la lueur du feu.
Ce n'étaient pas des bijoux susceptibles d'attirer l'attention lors d'une fête, mais c'étaient les leurs. Comme tout là-bas, la maison modeste, les mains calleuses, les rêves qui n'avaient pas besoin d'applaudissements pour devenir réalité. Et si, quelque part au-delà de ces montagnes, sa famille murmurait encore son nom comme un avertissement, si les couloirs qu'il avait autrefois accueillis avec des sourires la supprimaient désormais de leur liste d'invités, eh bien, qu'il en soit ainsi. Parce qu'Ella ne vivait plus pour être admirée. Vécut pour être vue. Et dans ses yeux marrons qu'il observait avec calme et dévoration, elle l'était enfin. Ni la fille parfaite, ni le célèbre architecte, ni l'héritière de l'héritage de quelqu'un d'autre. Juste là. Dépouillés de tout sauf de ce qui comptait. Ils se couchèrent avec le bruit de la pluie comme une berceuse, leurs corps enlacés sous d'épaisses couvertures, l'avenir n'était plus une menace, mais une promesse. Et lorsque le soleil se leva sur les champs humides, peignant l'horizon de nuances dorées et roses, Ella sut sans l'ombre d'un doute qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Pas parmi les lumières de la ville qui ne dormait jamais, mais ici. Où la terre respirait. Là où, pour la première fois, elle le pouvait aussi. Elle sentit le sol trembler sous ses pieds, non pas à cause de la révélation elle-même, mais à cause de la prise de conscience tardive de la profondeur des racines du contrôle qui l'avait étouffée pendant des années. Ce n'était pas seulement du mépris pour l'homme qu'elle aimait, c'était une toile méticuleuse, des fils invisibles tirés avec une précision chirurgicale pour la maintenir dans les limites qu'ils avaient tracées. Chaque opportunité refusée, chaque porte fermée avant même qu'elle ne s'en aperçoive, chaque conseil, déguisé en inquiétude. Tout avait été prévu. Et elle, telle une marionnette bien dressée, dansait sans jamais remettre en question les cordes. La colère brûlait d'abord dans ses veines, acide et vivante, corrompant la douleur qui la consumait depuis des semaines. Ce n'était plus la tristesse sourde de la perte, mais quelque chose de tranchant, de coupant la fureur de quelqu'un qui découvre que sa propre vie a été volée à des doses homéopathiques, si subtiles que ce n'est que maintenant, dans la cruelle clarté de la vérité, qu'il peut voir les cicatrices. Elle se leva si brusquement que la chaise craqua contre le parquet, le son résonnant comme un coup de feu dans le calme de la nuit. Luc, déjà endormi dans la pièce, n'entendit pas. Et peut-être que ce serait mieux ainsi. Car, pour la première fois depuis qu'elle a posé le pied sur cette terre, elle n'avait pas envie de réconfort. Je voulais justice. Il se dirigea vers le porche arrière, où l'air nocturne contenait encore l'odeur humide de la pluie précédente. Les étoiles, différemment, brillaient sur les champs endormis. Elle prit une profonde inspiration, sentant le froid lui pénétrer les poumons, puis, elle cria. Pas une plainte, mais un rugissement, primal et libérateur, perdu dans l'immensité de la nuit. Les animaux de la grange remuaient, effrayés, un cheval hennissait au loin. Cela n'avait pas d'importance. Faites savoir au monde qu'elle était en vie. Faites-leur savoir que cela ne se casserait pas si facilement. Lorsque le silence revint, n'apportant avec lui que le son de sa propre respiration laborieuse, elle a su ce qu'elle devait faire. Ce ne serait pas une lettre. Ce ne serait pas un appel téléphonique mesuré, plein de mots polis qu'il pourrait déformer ou ignorer. Ce serait un acte. Un geste aussi définitif que la première fois qu'il a choisi de rester. Le lendemain, pendant que Luc réparait la clôture brisée par le vent, elle s'est assise à la table de la cuisine avec un stylo et du papier. Il n'écrivait pas avec l'écriture impeccable qu'on lui avait enseignée dans les écoles coûteuses, mais avec des traits fermes, presque agressifs, comme si chaque lettre était un coup. Vous avez gagné depuis longtemps. Mais vous ne gagnerez plus. Il n'y a pas eu d'adieu. Il n'y a eu aucune explication. Juste la vérité, nue et sans fioriture, il l'avait perdue non pas à cause de l'homme qu'elle aimait, mais à cause de la femme qu'il refusait de la laisser devenir. Il scella l'enveloppe avec de la cire fondue, un détail ironique, presque médiéval, qui les ferait froncer les sourcils avec dédain. Il l'adressa à sa mère, sachant que les mots parviendraient à tout le monde. Et quand Luc, sale de saleté et de sueur, entra chercher de l'eau, il la trouva debout près de la cheminée, brûlant le dernier vestige de son ancienne vie, le collier de perles qu'elle avait reçu à 16 ans, symbole d'un avenir dont elle n'avait jamais voulu. Les perles crépitaient dans le feu, se transformant en cendres tandis qu'elle regardait, impassible. Prêt? A demandé Luc en s'essuyant les mains sur son pantalon,
les yeux fixés sur les flammes. Ella se tourna vers lui et, pour la première fois depuis des mois, elle sourit sans l'ombre d'une tristesse. Prêt. Elle disposa ses outils sur l'établi, ses doigts effleurant le manche usé de sa houe, objet autrefois symbole de sa nouvelle liberté, désormais lourd comme une accusation. Le soleil de l'après-midi entrait à embut vif par la fenêtre de la cuisine, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans l'air comme des fragments de vérité qu'elle ne pouvait pas saisir. Pour notre avenir. Ces mots résonnaient dans son esprit, non plus comme une promesse, mais comme un écho déformé de justifications qu'elle avait entendues toute sa vie. C'est pour ton bien, fais-nous confiance, tu comprendras quand tu seras plus grand. Elle ferma les yeux, essayant de bannir le souvenir de la façon dont elle avait acquiescé à tout auparavant, la tête baissée, les mains immobiles, son cœur avalant chaque rêve comme s'il s'agissait d'un péché. Pas cette fois. Pas avec Luc. Pas quand elle avait brûlé son passé dans les flammes de cette cheminée, jurant de ne plus jamais se plier aux demi-vérités. Le bruit d'un moteur de voiture rompit le silence. Ce n'était pas le grondement familier du camion de Luc, mais quelque chose de plus doux, de plus urbain. Elle s'est approchée de la fenêtre et a vu une berline noire s'arrêter au bout du chemin de terre, la poussière tourbillonnant autour des pneus. Deux hommes en descendirent, des costumes impeccables malgré la route défoncée, des chaussures qui n'avaient jamais été dans la boue. L'un d'eux ajusta ses lunettes de soleil et regarda directement la maison, comme s'il savait déjà exactement où elle se trouvait. Ella recula instinctivement, son cœur battant contre ses côtes. Ils ne peuvent pas vous trouver ici. Mais la certitude qu'il avait essayé de cultiver ces derniers mois tremblait comme une feuille sèche au vent. Qui étaient ces hommes? Et pourquoi, après si longtemps, la peur est-elle revenue au goût de métal dans sa bouche? Elle entendit la porte d'entrée grincer. Il n'avait pas le temps de se cacher, de faire comme s'il n'était pas là. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et se retourna, prête à affronter un énième mensonge déguisé en courtoisie. Madame Carter? L'homme devant sourit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous sommes de Blackthorn Associates. Monsieur Luc nous a dit que nous pourrions la rencontrer ici. Elle a senti le sol trembler. Luc. Le nom lui brûlait la gorge. Qu'est-ce que tu as fait? Fatigué d'être leur pion. La phrase flottait dans l'air entre eux, remplie de quelque chose qu'Ella n'avait pas entendu depuis des années, l'honnêteté. Rachel expira, ses doigts toujours tremblants autour de la serviette en lambeaux. Ils font ça à tout le monde. Contrôle. Ils manipulent. Et quand tu résistes, elle déglutit difficilement, son regard tombant sur ses mains. Vous devenez un exemple. Elle a senti le poids de ses aveux comme un couteau entre ses côtes. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Jamais été. Il s'agissait du système que sa famille avait construit, brique par brique, de fierté et de cruauté déguisées en tradition. Et toi? Demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Est-ce aussi une pièce dans ce jeu? Rachel rit, un rire bref et amer. J'étais. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que la planche est pourrie. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ella, et pour la première fois, Ella y vit autre chose que l'ombre obéissante qu'elle avait toujours été. Ils t'ont sous-estimé, Ella. Ils pensent que tu as toujours peur. Mais j'ai vu ce que tu as construit là-bas. J'ai vu les photos de ta ferme, les articles sur ton travail. Tu n'es plus la fille qui s'est enfuie. C'est la femme qui a choisi de vivre. Les mots résonnèrent dans sa poitrine, déclenchant une lueur de détermination qu'elle pensait éteinte. Mais alors l'image de Luc envahit son esprit, ses secrets, ses absences, la peur qui serpentait désormais entre eux comme une mauvaise herbe. Et s'ils avaient raison? Murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Rachel. Et si je me trompais surtout? Rachel tendit la main, hésita, puis la plaça sur celle d'Ella. Alors tu le découvres. Mais pas ici. Pas comme ça. Son doigt indiquait la fenêtre, où les gratte-ciels de Manhattan se dressaient comme des juges silencieux. Ils veulent que tu doutes de toi devant tout le monde. Ils veulent que vous vous effondriez en public, pour pouvoir sourire et dire, vous voyez? Nous avons toujours su qu'elle n'était pas bonne. Elle ferma les yeux. Il sentit le goût métallique de la colère, mêlé à l'aigreur de la honte.
Sa famille ne méritait pas d'être témoin de ses doutes. Je ne méritais rien d'elle. Mais alors, comme une lame tournant dans le noir, surgit la question qui la hantait, qu'ont-ils encore découvert sur Luc? Rachel recula, le visage pâle. Je ne sais pas. J'ai seulement entendu des gens parler de preuves. Quelque chose qui va tout changer. Elle baissa la voix, presque un murmure. Et là, ils ne plaisantent pas. Si vous restez, ils l'utiliseront contre vous. Contre lui. L'air semblait s'épaissir. Et là imaginait Luc dans le Montana, les mains calleuses à cause du travail, le sourire facile qui avait mis du temps à se manifester ces derniers temps. Il imaginait découvrir, à travers le regard des autres ou au travers d'une connexion cruelle, que sa vie avait été disséquée, exposée, transformée en larmes. La nausée monta dans sa gorge. Je ne peux pas laisser ça arriver. Alors ne le laisse pas faire. Rachel lui serra les doigts avec urgence. S'en aller. Maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Ella regarda l'entrée de l'hôtel, où cousine et tante commençaient déjà à circuler, vêtues de soie et avec des sourires aiguisés. Je pouvais presque sentir leur satisfaction alors qu'ils la regardaient s'effondrer. Mais ensuite, elle repensa à la note griffonnée sur l'invitation sans chaperon et quelque chose en elle se durcit. Il ne s'agissait plus de leur prouver quelque chose. Il s'agissait de survivre. Je ne vais pas m'enfuir, dit-il en se levant. La chaise craqua contre le sol en marbre. Mais je me battrai. Et ce ne sera pas sur la scène qu'ils ont préparée. Rachel ouvrit la bouche pour protester, mais Ella se détournait déjà, son sac pressé contre son corps comme un bouclier. En passant devant la réception, ses yeux tombèrent sur le miroir doré derrière le comptoir. La femme qui la regardait n'était pas la fille qui tremblait devant le jugement de sa famille. C'était une étrangère, avec des cicatrices et des dents visibles. Elle sortit son téléphone portable de sa poche. Ses doigts tremblaient pendant qu'il tapait le message, mais les mots ressortaient clairs, tranchants comme du verre. Annulez ma chambre. Je ne vais pas au mariage. Mais vous allez m'entendre, vous tous, avant que je quitte cette ville. Il a envoyé. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, l'invitation froissée dans sa paume, et la Carter se dirigea vers la sortie, non pas comme une fugitive, mais comme une femme qui avait enfin compris une vérité simple et terrible. S'il voulait la guerre, elle apporterait le feu. Enveloppe en papier crème, scellée d'un blason qu'elle reconnut instantanément. Le sang se glaça dans ses veines. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir que là, entre ces lignes parfaitement calligraphiées, se trouvait le piège qui lui avait préparé. Lucie sourit, un geste trop poli pour être authentique. Madame Carter nous a demandé de vous remettre cela personnellement, rien que pour vous. Elle a saisi l'enveloppe, ses doigts pressant les bords jusqu'à ce que le papier craque. À l'intérieur, une seule feuille à en-tête avec le monogramme familial. Et une phrase, écrite de la main acérée de Sophie. Chère sœur, j'espère que vous apprécierez votre place au dernier rang. Après tout, les invités de dernière minute méritent ce qui reste. Le journal tremblait dans ses mains. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était une déclaration de guerre. Il la voulait humilier, réduite à une spectatrice, tandis que Sophie brillait au centre de tout cela. Mais Ella n'était plus la jeune fille qui pleurait en silence dans les toilettes formelles, elle n'était plus l'héritière obéissante qui ravalait chaque affront avec un sourire forcé. Elle leva le menton, ses yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'il rencontre ceux de Sophie de l'autre côté de la pièce. Sa sœur soutenait son regard, son sourire doux comme un poison. Allez-y, contestez ce regard. Voyez combien vous pouvez prendre. Ella lui rendit son sourire lentement, délibérément, comme si on aiguisait une lame. Puis, d'un mouvement fluide, il déchira le message en deux. Et puis encore. Les morceaux tombaient à leurs pieds, confettis d'une bataille qu'ils pensaient déjà gagner. Dites à la mariée que je préfère rester debout, murmura-t-elle à Lucie, sa voix basse mais tranchante comme l'acier. De cette façon, tout le monde verra quand elle trébuchera. Et sans attendre de réponse, elle traversa la pièce, chaque pas étant une promesse. Il n'allait pas se cacher. Je n'allais pas reculer. S'ils voulaient un spectacle, elle leur en offrirait un qu'ils n'oublieraient jamais, non pas un spectacle de honte, mais de feu.
Parce que la Carter n'est pas venue voir. Elle est venue brûler. Lucie lui lança un regard futile, presque pieux, en lui indiquant sa place d'un geste timide. Et puis elle l'a vue. Pas un tableau. Un exil. Niché entre les portes des toilettes, où l'odeur du désinfectant se mêlait au parfum cher des invités, où l'éclat des bijoux et le rire cristallin de l'élite se perdaient dans le va-et-vient de ceux qui se précipitaient, sans même la regarder dans les yeux. Un coin pour ceux qui ne méritaient pas d'être vus. Un rappel, gravé dans la porcelaine et l'argent, votre place n'est pas ici. La chaleur monta dans son cou, brûlant comme du vin répandu sur une plaie ouverte. Calculé. Chaque détail, chaque centimètre carré de cet endroit avait été mesuré pour faire mal. Il ne voulait pas qu'elle soit là ni comme une fille, ni comme une égale, juste comme une ombre à piétiner, un avertissement vivant de ce qui arrive quand on ose choisir sa vie. Elle s'abaissa sur la chaise, ses doigts serrant la serviette jusqu'à ce que les coutures gémissent. J'étais préparée, elle s'est mentie. J'ai promis à Luc que je ne les laisserais pas gagner. Mais les rires des convives, le tintement des verres, le murmure qui serpentait entre les tables, c'est elle. Celle qui échangeait tout contre de la saleté sur ses doigts. Elle aurait pu avoir n'importe qui, étaient des couteaux qui tournaient lentement dans sa chair. Et puis vint le coup final, courtois et cruel, femme de grange. 2 mots, crachés en riant, qui résonnaient dans son crâne comme un coup de feu. Elle a ferma les yeux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. J'avais envie de crier. Elle voulait renverser la situation, arracher les faux sourires de ces visages peints, exiger qu'ils la regardent vraiment et voient ce qu'ils avaient fait. Mais sa gorge se serra, la trahissant. Parce que la douleur ne se limitait pas aux mots. C'était dans le silence qui suivit. Alors que les lignes commençaient, elle releva le menton, se forçant à faire face à la table d'honneur. Son père, debout, la voix retentissante comme toujours, remercie les personnes présentes pour la joie de notre famille. Sophie, rayonnante, brillante, parfaite. Le marié, digne, noble, méritant. Et là, un vide. Un an effacé du discours, effacé de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. Sa mère arriva ensuite, les yeux humides d'émotions répétées, ses mots doux comme du poison, notre fille bien-aimée, l'avenir qu'elle mérite. Rien pour elle là. Pas un soupir. Pas l'ombre d'une reconnaissance. Juste le poids de 2 décennies d'existence réduit à néant comme si elle était une erreur à oublier, une tache sur le tissu immaculé de ses Carter. Sophie était la dernière. Et oh, comme elle a savouré ce moment. Mes parents m'ont toujours guidée, m'ont appris à choisir judicieusement. Un regard vers Ella, rapide comme une morsure de serpent. Parce qu'ils savent ce qui se passe lorsque nous agissons de manière impulsive, sans penser aux conséquences. Le rire qui suivit fut un coup de couteau. Ella le sentit déchirer quelque chose en elle, quelque chose qui était déjà fragile. Les larmes brûlaient, trahissant, et elle serra les dents jusqu'à ce qu'elle lui fasse mal. Courir. Crier. Casser quelque chose. Mais ses muscles étaient lourds, comme si l'air de la pièce était devenu sirupeux, collant et suffocant. C'est alors que le sol trembla. Pas un tremblement. Une publicité. Les cristaux des lustres tintaient, les verres vibraient sur les tables. Un son lointain et profond, grandissant comme une vague sur le point de se briser. Les invités se regardèrent, les sourcils froncés, le sourire figé sur les visages. La musique s'est arrêtée. La danse, interrompue. Même l'air semblait retenir son souffle. Ella se leva, son cœur battant contre ses côtes comme un poing exigeant qu'on le lâche. Dehors, par-delà les hautes fenêtres, des lumières vacillaient dans le ciel, nocturnes, implacables, descendant en ligne droite comme un jugement. Et puis elle l'a vu. Pas une voiture. Pas un simple invité tardif. Un jet privé qui traverse la nuit avec l'arrogance de quelqu'un qui ne demande pas la permission. Les turbines rugissaient, secouant les tentes blanches, dispersant les feuilles sèches comme les confettis d'une tempête. Les invités se pressaient aux fenêtres, la bouche ouverte, les yeux rivés sur le spectacle qui atterrissait sur le terrain au-delà de la salle de bal, à l'intérieur du domaine Carter, comme un défi creusé dans le sol. La porte de l'avion s'est ouverte.
Un escalier descendit, lentement, délibérément, comme le déploiement d'un drapeau de guerre. Et il était là. Luc n'entra pas. Il occupa l'espace. La lumière des projecteurs l'enveloppait, sculptant chaque ligne du costume qui n'était plus le tissu usé d'un homme de la campagne, mais une armure. Coupé sur mesure, sombre comme la nuit qui précède l'aube, brillant de la discrétion de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. À son poignet, une montre qui valait plus que la voiture de son père. Dans ses yeux, une flamme qu'elle connaissait bien, celle qui précède le feu. La pièce entière retenait mon souffle. Parce que l'homme qui est descendu de cet avion n'était pas celui que Luc Ella avait laissé à l'hôtel, avec ses bottes poussiéreuses et son rire facile. C'était un empereur. Et à en juger par son expression, il était venu conquérir. Et puis, comme si le destin lui-même s'était arrêté pour observer, Luc s'est avancé, non pas avec la hâte de quelqu'un qui a besoin de prouver un point, mais avec la lenteur calculée d'un homme qui sait que chacun de ses pas écrit l'histoire avant même qu'elle ne soit entreprise. Ses chaussures, d'un cuir si impeccable qu'il semblait n'avoir jamais connu le poids d'une journée de travail, reflétaient la lumière des lustres comme des miroirs noirs. Il n'y avait pas de boue là-bas. Il n'y avait aucune trace de foin ou de sueur. Juste la lueur froide d'un pouvoir qui ne s'est pas annoncé parce qu'il n'en avait pas besoin. Chacun de ces mouvements était une déclaration silencieuse. Ma place est ici. J'ai toujours été à ma place. La salle se souleva. Certains portaient leurs mains à leur bouche, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. D'autres murmuraient son nom, non pas comme une question mais comme une révélation, une syllabe empreinte de quelque chose entre peur et fascination. Les mêmes visages qui, quelques minutes auparavant, s'étaient moqués d'Ella pour s'être abaissés, devant un fermier, s'accrochaient désormais les uns aux autres, les doigts serrés dans les soieries et les draps coûteux, comme si le sol s'était ouvert sous leurs pieds. Ses parents étaient pétrifiés à la table principale. Le visage de son père, autrefois rouge de vin et d'autosuffisance, était maintenant un masque blanc et cireux. La mère, dont le rire aigu avait transpercé là comme des lames toute la nuit, avait les lèvres entr'ouvertes, son sourire peint tremblant comme s'il risquait à tout moment de s'effondrer en fragments. Même Sophie, radieuse dans sa robe de mariée, semblait avoir été frappée par un coup de vent inattendu, ses yeux, autrefois pleins d'un triomphe calculé, s'écarquillaient désormais, perdus entre l'incrédulité et quelque chose de plus sombre, de plus corrosif. La prise de conscience tardive que le monde qu'elle croyait dominer s'était, en un instant, retourné contre elle. Ella ne pouvait pas bouger. Ses yeux étaient fixés sur Luc et son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre à un rythme qui ne correspondait pas entre l'étonnement et une émotion plus vive et plus sauvage qu'elle ne pouvait nommer. Il se dirigea vers le hall, chaque pas étant une phrase, chaque regard un avertissement. La foule, qui avait débordé dans les jardins, se rassemblait désormais aux portes, le cou tendu, la bouche murmurante. Lorsqu'il atteignit le seuil, le silence retomba, le genre de silence qui n'est pas l'absence de son, mais la pause avant un tremblement de terre. Luc s'arrêta. Pendant une seconde éternelle, ses yeux rencontrèrent ceux d'Ella à travers la pièce, et quelque chose en elle se brisa et se reconstruisit en même temps. Il n'était plus l'homme qui se réveillait avec le soleil pour traire les vaches, ni l'énigme qui disparaissait au cours des voyages sans explication. C'étaient les deux. C'était plus que les deux. C'était un homme qui appartenait à tous les mondes et peut-être à aucun, un homme qui était chargé de secrets si grands que même elle, qui dormait à côté de lui, ne pouvait pas les comprendre. Son père fit un pas en avant, la voix tremblante, brisant le charme comme du verre. Qu'est-ce que cela signifie? Mais les mots se sont perdus dans l'air, engloutis par la vision de Luc impeccable, intouchable, un phare d'autorité au milieu de la mer de doute qui noyait désormais les invités. Les chuchotements se multiplièrent, une tempête de spéculation se heurtant à l'incrédulité. Un homme d'affaires? Un magnate? Cet article de Forbes, c'était lui? Mon Dieu, est-il le roi silencieux de l'agriculture? Et puis, comme si l'univers lui-même avait retenu son souffle, Luc sourit. Ce n'était pas un sourire de triomphe. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la courbe discrète des lèvres d'un homme qui savait depuis longtemps que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour être puissante. Elle a senti de l'air emprisonné dans ses poumons. Depuis des mois,
Elle remettait en question ses absences, craignait ses secrets. Mais maintenant, alors qu'il se tenait devant les lumières de cristal, entouré des visages étonnés de ceux qui l'avaient toujours méprisé, elle comprit, quelle que soit la vérité qu'il détenait, elle était plus grande qu'elle n'avait jamais osé rêver. La salle, qui venait de bourdonner de rire à ses dépens, attendait maintenant dans un silence chargé, comme si le temps lui-même s'était plié à sa présence. Il l'avait surnommée la femme de ferme. Il se moquait d'elle parce qu'elle s'abaissait. Ils ont effacé son nom de leur discours. Mais tout cela était désormais au bord de l'effondrement. Parce que l'homme qu'ils avaient rejeté comme rien venait d'arriver comme une tempête et il n'était pas simplement venu pour être à leur côté. Il était venu pour réduire en cendres toutes les illusions qu'ils avaient construites. Le luxe qui l'entourait. Une enveloppe jaunie, effilochée sur les bords, comme si elle avait été ouverte et refermée d'innombrables fois, un secret gardé non pas dans des coffres-forts, mais dans un endroit où seul le cœur a accès. Ceci, dit-il en le tenant entre ses doigts avec un arc qui épaississait l'air de la pièce, est la preuve de ce qu'il vaut vraiment. Ce n'étaient pas des contrats. Ce n'étaient pas des titres de propriété. C'était une lettre écrite à la main, avec des lettres tremblantes qui trahissaient l'âge et l'urgence de celui qui l'écrivait. Il le déplia soigneusement, comme si chaque pli était sacré, et commença à lire à haute voix. À l'homme que ma fille a choisi. La voix de Luc ne faiblit pas, mais quelque chose changea dans la pièce. Les masques ont commencé à tomber. Un à un, les visages qui, quelques instants auparavant, souriaient avec une admiration mesurée pâlirent désormais, comme si le sol sous leurs pieds s'ouvrait. Parce que ce n'était pas n'importe quelle lettre. C'était la volonté d'un homme décédé il y a 2 ans, le grand-père d'Ella, le patriarche qu'ils avaient enterré avec leurs principes, le seul à avoir jamais vu une valeur au-delà des chiffres d'un compte bancaire. Si vous lisez ceci, c'est parce qu'elle a trouvé en vous ce que nous n'avons pas pu être. Je ne vous demande pas de la protéger avec de l'argent ou un statut, je vous demande de la protéger de ce que nous sommes devenus. Ils vont essayer de la racheter. Ils vont essayer de vous faire douter. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous le savez déjà, elle n'est pas une monnaie d'échange. Elle est la dernière vraie chose dans cette famille de fantômes. Le silence qui suivit n'était plus celui d'un choc. C'était une question de reconnaissance. Une sorte d'horreur qui ne survient que lorsque la vérité nue, crue, impitoyable est lancée sur la table comme un défi. Sophie recula, comme si la lettre l'avait brûlée. Sa mère posa les mains sur sa poitrine, non pas de douleur, mais de culpabilité, parce qu'elle savait. Elle savait que ces mots étaient une condamnation écrite il y a des années, attendant juste le bon moment pour être lue à haute voix. Et le père d'Ella? Son visage était un masque de pierre craquelée. Il avait brûlé cette lettre. Ou du moins, il le pensait. Mais Luc l'avait sauvée de ses cendres, comme il avait sauvé Ella. Vous l'avez traité de naïve, poursuivit Luc en pliant le papier avec une lenteur délibérée, comme pour sceller un verdict. Mais la seule naïveté ici a été de penser qu'il pourrait effacer ce qu'elle a toujours su, que l'amour ne se mesure pas en hectares et que la fidélité n'a pas de prix. Il remit la lettre dans sa poche, mais le mal était déjà fait. Il n'y avait plus de sourire forcé. Il n'y avait plus de main tendue dans une fausse camaraderie. Il n'y avait que le poids d'un héritage qu'aucun d'eux ne pouvait acheter, voler ou détruire. Et puis, comme si ce geste était la ponctuation finale de sa victoire, Luc tendit la main à Ella. Pas comme refuge. Pas comme une évasion. Comme une invitation. Allez, dit-il doucement, juste pour elle. Ils en ont déjà assez de leur vie. Et pour la première fois, Ella ne se retourna pas. Le calcul froid de quelqu'un qui avait déjà mesuré le coût de la défaite et qui tentait maintenant d'en renégocier les termes. Son père maintenait son sourire normatif, mais ses doigts se contractaient sur ses côtés, comme s'ils avaient envie d'étrangler la cordialité qui s'échappait de ses lèvres. Sa mère, à son tour, avait les yeux grands ouverts, non pas avec surprise, mais avec un empressement qu'elle ne pouvait plus cacher. Et Sophie, oh, Sophie. Son sourire était un couteau au fourreau, la lueur dans ses yeux non pas d'affection, mais d'une colère sourde, promettant une vengeance à dose homéopathique. Elle a senti le poids de ses regards comme des lames contre sa peau, mais elle ne recula pas. Pas cette fois. Luc n'attendit pas de réponse. Il n'y avait rien à dire.
D'un mouvement presque imperceptible, il guida Ella vers la voiture, son corps constituant une barrière entre elle et la famille désormais défigurée par le désespoir. Leurs mots résonnaient encore dans l'air famille, avenir, collaboration, mais ils ressemblaient à de fausses pièces jetées dans un puits asséché. Tu ne peux pas partir. La voix de Sophie était brisée, trop aiguë, brisée comme du verre. Après tout, là. Après des années. Vas-tu nous abandonner pour lui? Le pronom fut craché comme du poison. Luc s'arrêta. Il ne s'est pas retourné. Il ne donna pas à Sophie la satisfaction de son regard. Mais sa voix, quand il parlait, était une lame tranchante dans le silence. Elle n'abandonne personne. C'est vous qui l'avez abandonné en premier. L'air semblait se solidifier. Sophie recula comme si on l'avait giflée, les lèvres entr'ouvertes, les poings serrés le long de son corps. Son père fit un pas en avant, le masque de civilité se brisant enfin. Attention, mon garçon. Vous avez peut-être de l'argent, vous avez peut-être des terres, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Luc se retourna finalement. Pas avec fureur, pas avec défi, avec un calme si profond que l'avertissement de l'homme ressemblait à l'aboiement d'un chien enchaîné. Je sais exactement à qui j'ai affaire, dit-il, les yeux fixés sur ceux du patriarche. Et c'est pourquoi je ne vais plus perdre de temps ici. Elle a vu le moment où son père a compris. Il n'y avait aucune menace à proférer, aucun pouvoir à exercer. Luc n'était pas du genre à se plier au chantage ou aux promesses creuses. Et Ella avait déjà fait son choix. La voiture les attendait, les portes s'ouvrent comme une invitation à un monde où vos choix n'avaient pas besoin de permission. Luc aida Ella à entrer, sa main chaude et ferme dans la sienne, avant de faire le tour du véhicule et de prendre le volant. Les phares s'allumèrent, traversant l'obscurité comme des couteaux. À travers la vitre, Ella voyait sa famille immobile au milieu du chemin de gravier, des silhouettes pâles dans le clair de lune froid. Sa mère portait un mouchoir à ses lèvres, non pas à cause des larmes, mais pour retenir les mots qu'elle n'osait pas crier. Sophie le regardait avec une haine si pure qu'elle la brûlait. Et son père se contentait de regarder, les yeux plissés, calculateur. Ce n'était pas la fin. Elle le savait. Les hommes comme lui n'abandonnaient pas si facilement. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Luc démarra le moteur. La vibration de la voiture sous eux était une impulsion, une promesse. Il n'a pas regardé en arrière. Ce n'était pas nécessaire. Prêt? Demanda-t-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas une question, mais une certitude partagée. Elle a pris une profonde inspiration, sentant l'air de la nuit remplir ses poumons comme pour la première fois. La graine, ce petit fragment de vie était toujours pressé contre sa paume, chaude, réelle. Toujours, a-t-il répondu. Et lorsque la voiture bougea, laissant derrière elle le poids des noms qui ne la définissaient plus, elle a compris qu'elle ne partait pas simplement. Cela commençait. Le visage du père d'Ella se crispa dans un spasme d'irritation, comme si son refus était une insulte personnelle. Les yeux de la mère bougeaient rapidement, calculant, cherchant une ouverture, un nouvel angle d'attaque. Sophie sourit un geste forcé et assez révisant Luc comme s'il était la cible et non la fille qu'il venait de perdre. Il n'y avait là aucune humilité. Il n'y avait aucun regret. Il n'y avait que de la stratégie, des corps se pliant pour prendre des formes capables, une fois de plus, de retrouver ce qu'ils pensaient leur revenir de droit. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était même pas de la colère. C'était l'indifférence. Ils ne l'avaient jamais aimée pour elle. Ils aimaient la version d'Ella qui servait leurs objectifs, celle qui reflétait son statut, qui polissait son image, qui s'inscrivait parfaitement dans le cadre d'une famille impeccable. Quand elle a choisi Luc, quand elle a choisi la terre, la sueur, la vérité brute d'une vie qui ne brillait pas pour eux, cela a cessé d'être utile. La cruauté n'est pas née de la fureur, mais du rejet. Et maintenant, face à l'empire que Luc avait construit, ils reculèrent non pas pour elle, mais pour la valeur qu'ils voyaient une fois de plus en son nom. La prise de conscience la frappa comme un coup final. Des années de désir de son approbation se sont effondrées en cendres. Je n'en voulais plus. Je ne croyais plus que c'était possible.
La chaleur qu'il prétendait autrefois être un masque glissait, révélant la froideur en dessous. Luc la guida vers la voiture, mais Ella se tourna une dernière fois, leur faisant face avec un calme qui brûlait plus fort que n'importe quel cri. « Tu ne peux pas réécrire ce que tu as fait, dit-il doucement, mais avec une fermeté qui ne tremblait pas aujourd'hui. Non jamais. » Le visage de la mère se durcit. Le père ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais les mots moururent avant de naître. Sophie se contenta de la fixer, le masque se craquant suffisamment pour laisser échapper le venin qui se cachait derrière lui, l'envie. Pur, corrosif. Ella monta dans la voiture à côté de Luc, la poitrine lourde mais l'âme intacte. Lorsque la porte se referma et que le monde extérieur disparut dans l'ombre, elle sentit sa main se refermer sur la sienne. Et pour la première fois, je savais que je n'avais pas besoin de leur amour pour survivre. Avait le sien. Et c'était suffisant. Mais alors que la voiture s'éloignait, son téléphone a vibré dans son sac. Elle hésita. Il baissa les yeux sur l'écran. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années apparut, Daniel. Le garçon qu'elle avait aimé à l'université. Ce qui avait disparu sans explication. La respiration était interrompue. Des souvenirs l'envahirent, les rires sur le campus, les promesses murmurées à la lueur des bougies, le silence soudain qui suivit. Pourquoi maintenant? Pourquoi après si longtemps? Avec le message non lu et le poids de la nuit encore frais, elle la savait, les révélations n'étaient pas terminées. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de plus profond, de plus sombre, sur le point de se dévoiler une vérité qui l'obligerait à constater jusqu'où était allée la manipulation de sa famille. Le moteur de la voiture grondait doucement alors qu'il s'éloignait du hall bien éclairé, mais Ella restait rigide, le téléphone portable brûlant dans sa main. Le nom de Daniel apparut sur l'écran avant qu'elle ne le retourne face contre terre, son cœur battant entre confiance et effroi. Luc, remarquant son agitation, tendit la main et lui prit fermement la main. Je n'ai pas posé de questions sur le message. Sa voix, lorsqu'il parlait, était grave, remplie de quelque chose de plus lourd que la jalousie. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Ella. Ses yeux n'ont pas vacillé. Je pensais t'épargner. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, vous méritez de savoir. Elle se tourna vers lui, l'air emprisonné dans ses poumons. Ton père ne désapprouvait pas seulement Daniel. La voix de Luc était nette et directe. Il l'a détruit. Une pause. Le monde semblait basculer. J'ai entendu cela il y a des années d'un homme qui travaillait pour l'entreprise familiale. Son père a payé quelqu'un pour le piéger. Fausse accusation, problèmes financiers, des choses qui pourraient ruiner Daniel avant même qu'il ne commence. Luc lui serra les doigts. Il est parti parce qu'il pensait que s'il restait, tu perdrais tout. Il n'a jamais cessé de s'en soucier. Il a été expulsé. Le ventre d'Ella tomba. Les mains tremblaient. Les souvenirs la frappaient comme des couteaux, les appels restaient sans réponse, les lettres qui revenaient sans but, la façon dont Daniel avait disparu de sa vie comme une fumée. Pendant des années, elle avait porté la culpabilité, convaincue que cela ne suffisait pas. Pendant des années, il a enfoui sa douleur sous les paroles de son père, il n'était pas à la hauteur. Il manque d'ambition. Et maintenant, il découvrait que tout cela n'était qu'un mensonge. Une trahison orchestrée. Quelque chose en elle s'est brisé. Il appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre, les lumières de la ville se brouillant entraînées de couleurs. Je pensais, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Luc. Je pensais qu'il ne m'aimait pas assez pour se battre. J'avais mal à la gorge. Les larmes coulaient, même si elle essayait de les retenir. C'était lui. Mon propre père. M'a volé ça. La main de Luc se resserra autour de la sienne. Il a volé plus que ça. Sa voix était dure, remplie d'une colère contenue. Tes rêves. Vos choix. Je le vois en toi parfois, cette hésitation, comme si tu attends toujours la permission de respirer. Elle a senti sa poitrine lui brûler. Je vivais dans une cage. Les mots sont sortis brisés. Ils ont si bien construit les barres que je ne m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que j'essaie de sortir.
Les souvenirs revenaient désormais avec une cruelle clarté, les pinceaux qu'il avait réclamés étant enfant, jetés parce que la peinture est un passe-temps, pas un héritage, le programme de l'université de Florence, dont il était tombé amoureux, a été abandonné après que son père ait décrété que l'Europe est pour les rêveurs oisifs. Même la façon dont sa mère mesurait ses robes, sa posture, son sourire, en se rappelant toujours que la perfection n'était pas pour elle, mais pour l'image qu'il devait projeter. Chaque étape, chaque choix, sculpté, taillé, jusqu'à ce que je puisse à peine distinguer où s'arrêtaient leurs ambitions et où commençaient leurs ambitions. La vérité faisait mal. Ça a étouffé. Mais cela a aussi libéré. Pour la première fois, j'ai vu clairement les barres. Normes de contrôle. La manière dont elle a été façonnée pour s'insérer dans un moule qui ne la retiendrait jamais vraiment. Sa poitrine lui faisait mal. Ses mains tremblaient. Mais une étincelle, petite et féroce, s'alluma en elle. Il avait survécu à leur abandon. À la cruauté. Il avait construit sa vie avec Luc avec de la saleté et de la sueur, non pas parce qu'il y était autorisé, mais parce qu'il l'avait accepté. Elle se tourna vers lui, la voix rauque mais ferme. Il m'a enlevé Daniel. J'ai essayé de t'éloigner de moi. Une pause. Quelle part de ma vie, quelle part était vraiment la mienne? Le regard de Luc s'adoucit, la douleur mêlée à sa force. Assez pour que lorsque cela comptait, tu choisisses différemment. Il lui toucha le visage, son pouce effleurant sa joue. C'est ce qu'ils ne pardonneront jamais. Vous avez prouvé que leur contrôle n'était pas absolu. Et là laissa ces mots pénétrer, même si la blessure des vieilles trahisons palpitait plus profondément que jamais. Il pensa à Daniel. Pas avec envie, mais avec deuil pour ce qui lui avait été volé, pas seulement lui, mais la fille qu'il avait été. Optimiste. Sans armes. Qui avait cru que l'amour, seul, pouvait résister à tout. Cette fille avait été réduite au silence à cause des manipulations de son père. Remodelée par les demandes de sa mère. Éclipsée par le rôle de Sophie, la fille en or. Mais cette nuit-là, la vérité lui arracha toutes ses illusions. Elle n'était plus cette fille. Et ce ne serait plus jamais le cas. La voiture ralentit alors qu'ils atteignaient l'hôtel. Elle la descendit, instable mais plus lucide qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'air de la nuit lui mordait la peau, l'ancrant à la réalité. Avant qu'elle puisse parler, une voix l'appela depuis le hall. Elle s'est figée. Rachel, sa cousine, se tenait là, tenant un dossier contre sa poitrine, le visage pâle mais déterminé. Ses yeux brûlaient d'une urgence qui fit reculer Ella d'un pas. Rachel s'approcha en baissant la voix. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Le dossier tremblait entre ses mains, comme s'il portait le poids des générations. J'en ai la preuve. Plus que vous ne l'imaginez. Une lourde pause. Il n'y a pas que Daniel. C'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Elle a senti son pouce accélérer. La colère et la douleur de la nuit convergeaient en un seul point, tranchant comme une lame. Et je savais. La bataille ne faisait que commencer. La concentration d'Ella s'afficha comme une lame. Quoi que Rachel portait, ce n'était pas des ragots ou des rumeurs, c'était quelque chose capable de faire pencher la balance, de briser une fois pour toutes le masque impeccable de sa famille. Et quand ses doigts se refermèrent sur le dossier, elle comprit, la guerre qu'elle pensait avoir menée il y a des années ne faisait que commencer. Les mains de Rachel tremblaient alors qu'elle pressait le dossier contre celle d'Ella, mais ses yeux ne vacillèrent pas. Ils brûlaient d'une conviction qu'Ella n'avait jamais vue en eux auparavant, non pas l'incertitude du cousin qui s'était toujours incliné, mais le feu de quelqu'un qui avait enfin quelque chose à perdre. Alors qu'ils étaient assis dans le coin tranquille de la salle de bal de l'hôtel, les échos lointains de la fête planant toujours comme une ironie cruelle des rires étouffés, une musique qui sonnait maintenant comme une bande-son de trahison, Luc se tenait tout près, une ombre protectrice. Il n'a rien dit, mais sa présence était un rappel. Rien de tout cela n'était sûr. Rien de tout cela ne serait facile. Elle a ouvert le dossier. Les premières pages lui frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Relevé bancaire. Rapport de la Whitmore Charitable Foundation. Des transferts qui serpentaient entre des comptes fantômes, des sociétés écrans aux noms anodins. En apparence,
l'institution de ses parents était un phare de générosité. Éduquer l'avenir, disaient les dépliants, avec des photos d'enfants souriant dans des écoles qui, et là le voyait maintenant, n'existaient que sur papier. Mais les chiffres ne mentaient pas. Des millions de personnes ont été détournées. Des dons qui se sont évaporés en investissements privés, en propriétés luxueuses, en bijoux que sa mère exhibait comme trophée de philanthropie. Des écoles qui n'ont jamais quitté le projet. Des communautés qui n'ont jamais vu un centime. Ce sont tous, murmura Rachel en se penchant en avant, sa voix si basse qu'elle l'entendit à peine à cause du sang qui battait dans ses oreilles. Je prépare ça depuis des mois. Lorsqu'ils m'ont demandé de les aider avec la comptabilité de la fondation, ils ont pensé que j'étais trop stupide pour le remarquer. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Mais j'ai tout copié. J'ai suivi chaque piste. Ils utilisent la charité pour blanchir de l'argent, et là. Et tous les membres de la famille ferment les yeux. Et là leva les yeux, la fureur et le dégoût luttant pour trouver de l'espace dans sa poitrine. Pourquoi maintenant, Rachel? Pourquoi moi? Les doigts de Rachel entrelacés, blancs sous la pression. Parce que tu étais le seul à les avoir affrontés. Sa voix s'est brisée, mais elle n'a pas détourné le regard. Je t'enviais pour ça. Tu es parti alors que nous étions tous paralysés par la peur. Ils se sont moqués de moi aussi, tu sais. Ils disaient que je n'étais pas assez élégante, assez intelligente, assez jolie pour compter. Une larme tomba, mais elle l'essuya d'un geste brusque. J'ai vécu toute ma vie dans leur ombre. Mais toi, ses yeux brillaient. Tu as eu le courage que je n'ai jamais eu. Je t'admirais pour ça. Les aveux frappèrent Ella comme un coup plus profond que n'importe quel document du dossier. Pendant des années, elle avait cru que sa rébellion l'avait isolée et que son choix de tourner le dos au nom de Whitmore l'avait qualifiée d'égoïste, d'échec. Mais là, dans la voix tremblante de Rachel, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, que sa fuite avait été, pour quelqu'un, un phare. Un signe que la prison avait des portes. Il tendit la main par-dessus la table, couvrant celle de Rachel. Tu comptes, Rachel. Plus qu'ils ne l'admettront jamais. Et tu es plus fort que tu ne le penses. Il a serré ses doigts. Vous l'avez prouvé en gardant tout ça. C'est alors que Luke parla, sa voix traversant le silence comme de l'acier trempé. Cela suffit pour les détruire. Pas seulement socialement. Légalement. Son index tapota sèchement le dossier. Mais il faut l'utiliser avec précision. Si nous attaquons sans stratégie, ils enterreront les preuves, déformeront les faits, et peut-être même rejetteront la faute sur quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de temps. Nous avons besoin d'un levier. Ella hocha la tête, son esprit faisant déjà des projets. Il est venu à ce mariage dans l'espoir seulement de survivre à l'humiliation, mais maintenant, pour la première fois, il a vu un moyen non seulement d'échapper, mais de surmonter. Elle et Rachel pourraient être alliées. Deux femmes que la famille avait toujours sous-estimées, unies par les mêmes cicatrices, prêtes à faire éclater la vérité. Le visage de Rachel se durcit, la détermination remplaçant la peur. Je ne veux plus courir. Je veux qu'il paie pour tout. Ella regarda son cousin, puis Luke, et sentit quelque chose de solide s'enraciner en elle. Il ne s'agissait plus de vengeance personnelle. Il s'agissait de dénoncer une pourriture qui couvait depuis des générations. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre ne tombe dans les mêmes pièges, englouti par les mêmes mensonges. Les trois se penchèrent, à voix basse, tissant un réseau de possibilités. Luke utiliserait ses contacts pour valider chaque élément de preuve, s'assurant que rien ne puisse être rejeté comme étant une fabrication. Rachel, avec son accès aux coulisses, continuerait à creuser, en suivant les fils qui lui restaient. Et Ella choisirait le moment. Ce coup qui nuirait non seulement à leur réputation, mais aussi à leur empire soigneusement construit brique par brique d'hypocrisie. Pour la première fois, elle ne se sentait pas exclue. C'était comme l'axe. Le tournant vers lequel la justice pourrait enfin tourner. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de terreur et d'extase. Ils se préparaient à la guerre, mais pas avec les armes que leur famille maîtrisait. Ils se battraient avec la vérité. Avec des preuves irréfutables.
avec la révélation brutale de ce qu'ils ont toujours caché. Le même projecteur que leurs parents courtisaient en deviendrait la flamme qui les consumerait. Rachel était en train de remettre les papiers dans son dossier lorsque des voix résonnèrent dans le couloir. Les derniers invités quittèrent la salle de bal, des rires forcés et des murmures tendus s'infiltrant à travers les murs épais. Puis un ton plus aigu les fit se figer. La voix du marié. Ella se figea, tous ses muscles tendus, alors que ces mots leur parvenaient, étouffés mais trop clairs. Je ne peux pas faire ça, Sophie. Pas après ce que je viens de découvrir sur toi. Le sang s'écoula du visage de Rachel. Ella restait figée, ses doigts enfoncés dans le dossier comme si cela pouvait l'ancrer dans la réalité. Ce qui allait s'effondrer ne briserait pas seulement la façade de l'empire de Whitmore, cela détruirait le mariage parfait de Sophie. Et, avec elle, l'image fragile que la famille avait passé des décennies à polir bec et ongle. L'air dans la salle de bal était déjà chargé après la révélation de Luke, mais lorsque la voix du marié traversa le silence, ce fut comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce d'un seul coup. Il se tenait rigide au centre de la piste, le visage pâle, les poings serrés sur les côtés. Sophie flottait autour de lui, son sourire s'effondrait, ses yeux se tournaient vers ses parents comme s'ils pouvaient, une fois de plus, écrire le scénario qui la sauverait. Je n'arrive pas à croire que je dis ça devant tout le monde, commença-t-il, la voix basse, mais tremblante d'une fureur qu'il ne pouvait plus contenir. Mais je ne vais pas rester ici à faire semblant. Sophie, tu me dégoûtes. Un soupir collectif parcourut les invités. Les lèvres de Sophie entr'ouvertes, sa main levée comme pour faire taire ses mots, mais il la repoussa d'un geste violent. Non. N'ose pas me toucher. Sa voix s'est brisée, mais les mots ont jailli, brutaux. Je suis resté silencieux pendant des semaines, espérant pouvoir oublier que j'avais tort. Mais aujourd'hui, j'ai enfin le courage de le dire à voix haute. Il déglutit difficilement, les yeux brûlants. Vous avez poursuivi un autre homme. Pas n'importe quel homme. Toutes les têtes se tournèrent vers Luke. Elle a senti le monde basculer. La chaleur lui monta aux joues et elle le regarda instinctivement, cherchant sur son visage un déni, une explosion de colère, quelque chose. Mais il ne cligna pas des yeux. Il se contenta de soutenir son regard, calmement, avec une demande silencieuse de confiance dans ses yeux. Vous avez envoyé des messages. Photos. Implorant de l'attention. La voix du marié s'est brisée. Ma fiancée, rampant au pied du mari de ma propre cousine, parce qu'elle a découvert qu'il n'était pas seulement un agriculteur, le mot sonnait comme une insulte, mais un homme qui valait plus que je ne le serais jamais. Il sortit son téléphone de sa poche, l'écran illuminant son visage déformé. J'ai vu les mails, Sophie. J'ai vu les photos. Cela ne sert à rien de le nier. Un murmure choqué parcourut la foule. Les mains couvraient la bouche. Les hommes juraient dans leurs barbes. Les musiciens baissaient leurs instruments, les notes s'éteignaient dans l'air. Elle a senti le sol disparaître sous ses pieds. La salle de bal, quelques instants auparavant remplie de musique et de rire, s'est transformée en un chaudron de murmures acides et de regards écarquillés. Le rougissement de Sophie monta de son cou jusqu'à ses pommettes, brûlant sous le poids de 200 témoins. Sa voix, autrefois aussi tranchante qu'une lame d'argent, se brisait désormais en fragments sauvages. Ce n'est pas vrai. Vous ne comprenez pas, ce n'était rien, mais chaque syllabe sonnait plus comme un gémissement que comme un déni. La méfiance planait sur elle comme une volée de vautours, en cercle serré, prêt à se régaler de honte. Sa mère posa ses mains sur sa poitrine, ses doigts tremblants appuyant sur le collier de perles comme si elle pouvait contenir le scandale là, entre les perles froides. Le père, cependant, ne quittait pas les yeux de sa fille, mais de l'homme qui avait osé dénoncer sa famille. La fureur dans ses yeux n'était pas contre la trahison, mais contre la tâche publique, contre la fissure dans le vernis impeccable dont l'entretien avait coûté des fortunes. Et là restait immobile, les doigts froids, le cœur déchiré entre la honte d'autrui et une colère brûlante comme de l'acide. J'avais envie de crier. Je voulais arracher toute apparence de supériorité à ses faux visages. Puis elle sentit la chaleur de Luke à ses côtés, son immobilité comme une ancre au milieu du naufrage. Il le savait.
Il avait porté ce secret en silence, comme un bouclier, pour lui épargner exactement ce moment. Et maintenant, alors que tout est exposé, il refuse de rendre le coup. Sa retenue était plus tranchante que n'importe quelle réplique. Le marié se tourna vers la foule, sa voix montant dans un crescendo d'amertume calculée. Vous êtes tous venus ici pour célébrer une union forgée dans le mensonge. Ses lèvres se courbèrent en quelque chose entre un sourire et un grognement. Eh bien, je ne serai pas le clown dans cette farce. Le mariage est annulé. D'un geste théâtral, il arracha la bague de son doigt et la jeta contre le marbre. Le métal a ricoché, verdict final. Le son résonnait comme un coup de feu, et le silence qui suivit n'était rompu que par les sanglots étranglés de Sophie, qui s'effondra sur une chaise, les larmes traînant du mascara et la dignité entraînée noire sur ses joues. Ses parents l'entouraient, mais leurs paroles de réconfort sonnaient creuses, avalées par l'air épais du déshonneur. L'illusion de la perfection, tissée de fils d'or et d'hypocrisie, s'était effondrée en éclats aux pieds de 200 témoins. C'est alors qu'elle a senti les doigts de Luc effleurer les siens, un contact presque imperceptible, mais suffisant pour la ramener à la vie. Elle se tourna vers lui et il se pencha, ses lèvres si proches que sa voix était juste pour elle, laissez-les brûler dans leur propre feu. Nous n'avons pas besoin de rester ici une seconde. Ensemble, ils ont fait un pas en avant. Et puis un autre. La foule s'écarta comme la mer Rouge, les corps retombant, les yeux écarquillés, les murmures se multipliant comme une peste. Elle la gardait la tête haute, chaque coup ôtant de sa peau des années d'humiliation. Lorsqu'ils atteignirent les portes, elle s'arrêta. Il s'est retourné. Et quand il parlait, sa voix traversait le chaos comme une lame. « Tu m'as appelée, femme de grange, » dit-il, chaque syllabe étant nette et aiguë. Mais ce soir, tout le monde a vu où ça pourrit vraiment. Pas dans les granges. Pas sur terre. C'est ici, il montra le centre de la pièce, où la famille s'effondrait dans les larmes et la haine, dans le cœur de ces gens, où l'amour a toujours eu un prix et où la loyauté a toujours été une monnaie d'échange. Les mots pendaient lourdement, coupant l'air comme une guillotine. Le silence qui suivit fut si épais qu'on pouvait l'entendre craquer. Le visage de son père se tordit en un masque de pure fureur. Sa mère, ses larmes scintillant dans les lumières du lustre, porta ses mains à son visage comme si elle pouvait effacer la scène. Et Sophie? Sophie enfouit son visage dans ses paumes, ses épaules secouées par des sanglots que plus personne ne voulait consoler.